Moi, personnellement, j'ai pas de Kalachnikov chez moi, donc mon arme, c'est ça, c'est d'essayer de parler correctement. J'ai pas une médiatisation très importante, mais elle n'est pas complètement nulle non plus. Finalement, aller parler des équations d'Einstein, je continuerai à le faire, ça me plaît bien, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure, mais là, il y a quand même un truc un peu important, c'est la fin du monde. Donc moi, ma toute petite notoriété, si je peux la mettre au service de ça, bah oui, c'est tellement plus important que tout le reste que ne pas le faire, ça serait juste idiot finalement. Donc voilà, vous voulez penser à la biodiversité, pensez à ce schéma et rendez-vous compte de ce qui se passe dans ce schéma. Je vous l'ai dit, ce qui fait que les espèces se séparent, ou que les sous-espèces ou les genres, etc., c'est l'extinction des formes intermédiaires. Donc, il s'agit d'une dynamique très complexe dans laquelle il y a constamment production de nouveautés, extinction des formes intermédiaires et du coup divergence des formes qui restent. Et c'est tout ça qui crée la biodiversité. Est-ce qu'il existe donc un équilibre de la biodiversité? Ça dépend de ce que vous appelez équilibre. Vous voyez, je ne vais pas le faire avec le verre. Voilà, une bouteille là, elle est en équilibre. Si je la penche un peu, elle revient à sa position de départ. C'est ça qu'on appelle un équilibre. Ça, c'est l'équilibre stable. Les gens qui voient la biodiversité comme ça, ils pensent que si jamais on va trop loin, ça va tomber. Mais ce n'est pas du tout comme ça, la biodiversité. C'est un équilibre dynamique. Un équilibre dynamique, c'est un équilibre qui se maintient par un mouvement constant. Vous en connaissez, hein? Un vélo, c'est un équilibre dynamique. Ce n'est pas ce qui bouge qui se maintient. Et si vous dites « Oh là là, il va tomber, il bouge trop », et que vous l'arrêtez, c'est là qu'il tombe. La biodiversité, c'est la même chose. Si vous voulez la conserver en l'empêchant de bouger, vous allez juste la détruire. Si vous croyez qu'en la mettant au frigo, vous allez la sauver, non. Alors, autre image que j'aime bien, pour expliquer le processus, c'est un satellite. Un satellite, ça tient parce que ça bouge autour de la planète. Bon. Et vous savez que si jamais mon satellite se met à ralentir, alors il va rentrer dans une dynamique d'effondrement. Ça ne va pas se faire tout de suite. Vous savez que la station internationale, ça risque de lui arriver. Vous savez que c'est les Russes qui ont les moteurs pour la remonter régulièrement. Quand ils vont se barrer, on ne sait pas comment on va faire. Bon. Et ben voilà, évidemment, elle ne tombera pas tout de suite. Elle va juste rentrer dans une spirale d'effondrement. Et évidemment, au bout d'un certain temps, elle va vraiment s'effondrer. Mais ça va prendre beaucoup de temps. Alors, ce qui se passe pour la biodiversité, c'est exactement ça. On n'est pas dans un équilibre stable qui est perturbé et qu'il s'agirait de remettre à sa place. On est dans une dynamique qui s'effondre. Et comment ça se voit le mieux? Ce n'est pas par le nombre d'espèces qui s'éteignent, etc. Ça, c'est une espèce d'à côté. Le plus parlant actuellement, c'est de voir qu'en 30 ans, 75% de la biomasse d'insectes volants a disparu dans les zones protégées européennes. 30 ans, 75% de disparition de biomasse. Ça, c'est de l'effondrement, oui. Ça, c'est la spirale d'extinction. Alors ça, c'est une donnée qui a été reprise dans tous les journaux anglais, suisses, etc. Et récemment, il y a eu une autre étude. Là, l'autre, c'était des biomasses qui étaient mesurées avec des aspirateurs. Ils aspirent tout, puis ils comptent. Là, c'était fait avec des plaques minéralogiques. Ils ont regardé combien il y avait d'insectes sur les plaques après un certain trajet. Et ils ont constaté qu'entre 2004 et 2021, donc là c'est plus court, c'est pas 30 ans, c'est 60% des insectes ont disparu en Angleterre. Voilà, donc ça aussi ça a été repris un peu partout, mais un peu moins quand même. Vous voyez qu'on est dans une situation d'effondrement incroyablement rapide. Il y a eu des problèmes de biodiversité depuis longtemps, mais aujourd'hui, quand on est à 75% de perte en 30 ans, on n'est plus du tout dans une dynamique d'effondrement tranquille. Vous voyez, on est en train d'aller à toute vitesse. Moi, personnellement, j'ai pas de Kalachnikov chez moi, donc mon arme, c'est ça, c'est d'essayer de parler correctement. J'ai pas une médiatisation très importante, mais elle n'est pas complètement nulle non plus. Finalement, aller parler des équations d'Einstein, je continuerai à le faire, ça me plaît bien, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure, mais là, il y a quand même un truc un peu important, c'est la fin du monde. Donc moi, ma toute petite notoriété, si je peux la mettre au service de ça, bah oui, c'est tellement plus important que tout le reste que ne pas le faire, ça serait juste idiot finalement. Est-ce que vous pouvez délayer cette perception de fin du monde? Pourquoi vous... Ouais. Alors le terme fin du monde, c'est vrai qu'il est un peu provocateur. Bon,
stricto sensu. Voilà, si on veut être complètement littéral, ça dépend ce qu'on appelle le monde. Évidemment que même si on fait les pires saloperies à la surface de la planète, ce qui est déjà en cours, la Terre va continuer de tourner autour du Soleil. Donc si je prends ma casquette d'astrophysicien, le monde il sera toujours là. Il y aura toujours une planète tellurique que les martiens, enfin les néo-martiens, pourront voir dans leur télescope. Donc en ce sens-là, le monde demeure. Mais si on est un tout petit peu sérieux, c'est quoi le monde? On s'en fout. Si la Terre devient un gros caillou, elle n'a plus aucun intérêt, plus aucune spécificité, plus aucune légitimité, elle ne mérite pas qu'on se batte pour elle. En fait, ce qui fait que la Terre est belle, ben, c'est nous, quoi. C'est les vivants, en fait. C'est la grande tribu des vivants. C'est le fait qu'on ait une diversité incroyable, avec des espèces qui résultent d'une histoire qui est très longue et très scabreuse et très fragile. C'est ça, le monde. Si on perd ça, moi, j'ai pas peur d'appeler ça la fin du monde. Et en ce moment, on est en train de le perdre. Donc je crois que c'est même pas être catastrophiste, en fait. Pourquoi on est en train de le perdre? Pourquoi on perd cette singularité? Bah parce qu'on est très con. Ça, c'est qui on? La population? Nous tous, et moi le premier. Hein, je veux dire, le grand ensemble des humains se comporte comme aucune autre espèce ne s'est jamais comportée dans l'histoire de la Terre. On représente 0,01% de l'ensemble des vivants actuellement, et 85% des morts animales sur l'ère industrielle sont dues aux humains. Donc c'est un effet de prédation qui est totalement sans équivalent dans l'histoire planétaire. Pas dans notre petite histoire à nous, dans l'histoire totale de la Terre depuis 5 milliards d'années. Donc c'est une situation qui est d'une gravité absolue. Voilà. Donc cette gravité absolue, on en parlera sans doute. Moi, j'ai pas de remède miracle pour la conjurer. Mais ce que je sais, c'est que si on continue comme ça, ben, on va pas continuer très longtemps. Est-ce que c'est pas la nature qui a inventé l'homme, parce que l'homme est la meilleure façon de dissiper de l'énergie? Écoute, moi je suis pas croyant, donc je pense que c'est la nature qui a inventé l'homme. Hein. Pour moi, il n'y a aucun doute là-dessus. Après, je récuserais la vision un peu finaliste, quoi, de dire bon, on l'a inventé à tel bon. Bon, moi je crois pas qu'il y ait une téléologie comme ça, donc le mot pour dire qu'il y a une finalité, qu'on soit tous orientés vers un but. Je crois qu'il y a une évolution un peu aléatoire, un peu stochastique, le vivant se forme et on est une espèce parmi d'autres en réalité. Du point de vue biologique, on n'est pas du tout plus achevé qu'une autre. On n'appelons pas au sommet de la pyramide. Ça, évidemment, c'est notre représentation super anthropocentrée. Du point de vue purement phylogénétique, on est un phylum parmi plein d'autres sans aucun primat. Alors c'est vrai que, bon, on a quand même quelque chose d'un peu particulier, c'est qu'on a la capacité à détruire ce que nous sommes et les autres en même temps que nous. C'est pas complètement un détail. La question est-ce qu'on veut le faire ? Parce que franchement, si on parle de capacité physique, on a aussi la capacité de violer la prochaine personne qu'on croise dans la rue si elle n'est pas trop baraquée, ou de tuer nos enfants. On n'a pas franchement envie de le faire, j'espère. Donc il est évident au quotidien qu'on ne fait pas tout ce qu'on pourrait faire. Et la question qui se pose avec la planète, c'est exactement ça. On a la capacité de la détruire, est-ce qu'on veut le faire ? Et peut-être l'argument que vous empruntiez ressemble à un argument qui est un des seuls, en fait, moi, qui me fait un peu vaciller chez les anti-écolos, on va dire, qui est de dire finalement, vous êtes en train d'extraire l'homme de la nature, parce que tous les prédateurs font des dégâts autour d'eux, et donc en demandant aux hommes d'essayer d'être végétariens, peut-être on y reviendra, d'essayer de un petit peu moins détruire leur environnement, en fait vous leur demandez de renoncer à leur nature, donc en fait vous êtes les pires anthropocentristes, vous les écolos, sans le savoir. Alors cet argument, je crois même que parfois il est sincère en fait chez les gens qui le donnent, donc moi je le trouve pas idiot, mais je crois qu'il est quand même complètement faux, parce qu'il présuppose que exercer son être de nature, c'est maximiser son impact destructif sur l'environnement. Et ça, c'est juste factuellement faux. C'est exactement comme si on disait aux hommes, mais vous avez des bombes atomiques, vous auriez dû déjà faire péter la planète. Personne n'est assez bête pour dire ça. C'est pas parce qu'on les a qu'on doit les utiliser. Et même les super prédateurs, franchement, les lions, on s'amuse pas à écraser des fourmis. Hein, je veux dire. Donc, personne ne prend comme règle de vie de devoir faire le maximum de dégâts possible. En fait, vivre, c'est faire des choix. Pour les animaux comme pour nous. D'ailleurs, on est des animaux. Donc, il n'y a rien de très étonnant à ce niveau-là. Et c'est pas du tout nous extraire de notre condition d'être naturel que de dire, sachant ce qu'on sait, quels sont les choix qu'on a envie de faire. Comme n'importe quel animal. Alors, brièvement, qu'est-ce qu'on sait ? Alors, on sait que ça va très mal. Voilà. Ça va très mal à plein de niveaux différents. Je pense qu'on va reparler du climat, mais j'ai envie de pas commencer par le climat, parce qu'on en parle déjà beaucoup. Mais c'est pas du tout le seul problème, le climat. À mon avis, c'est même pas le plus gros. Actuellement, il y a un effondrement de la biodiversité qui est incontestable. Récemment, il y a quelques jours, il y a un très bon papier qui est sorti de 2 chercheurs au CNRS qui a fait une méta-analyse sur 10 000 articles publiés. Bon, c'est très clair, il n'y a aucun questionnement possible, tout s'effondre. Et là encore, il faut être bien subtil. Il y a un effondrement des espèces, ce qui en soi est dramatique, c'est-à-dire que au rythme actuel, dans pas très 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 longtemps, on va vraiment avoir une extinction massive. On sait qu'on est en cours de 6e extinction massive. Mais il ne faut pas raisonner qu'en termes d'espèces. Il faut aussi regarder les individus.
Et ce qui est presque plus inquiétant encore, c'est que même dans les espèces qui ne sont pas encore menacées, il y en a quand même quelques-unes, il y a une chute drastique des populations. C'est-à-dire qu'en fait, pour le dire simplement, les vivants sur Terre sont tous en train de crever. Même les espèces qui sont encore abondantes, je sais pas, les moineaux, enfin je dis un peu au hasard. Les moineaux, non. Ouais, les moineaux, ils vont mal, ouais, c'est vrai. Mais en fait, ils vont un peu tous mal, tu vois. Je dis les espèces abondantes, ça me vient même pas spontanément, en fait. Bon, il doit y en avoir quelques-unes. Les connards. Ouais, celle-là, elle est en croissance, ouais. Eh ben, il y a quand même une diminution des populations, quoi. Donc ça, c'est super inquiétant, en fait. Et pour moi, ça a du sens. Parce que je trouve ça triste de se dire, pour les hommes, c'est les individus qui comptent. Parce qu'évidemment, quand on perd la mort d'un humain, c'est toujours un drame. Mais en revanche, pour les animaux, ce qui compte, c'est juste les espèces. Ça, je trouve que c'est un anthropocentrisme qui me déplaît. Et je veux dire, les animaux ont aussi leur vie propre. Donc c'est triste à la fois en tant que disparition d'espèces et en tant que disparition des individus. Ça, c'est ce qui est en cours. Et la cause de ça, aujourd'hui, c'est pas le réchauffement climatique. La cause de ça, aujourd'hui, la principale cause, elle est parfaitement connue, c'est la disparition des espaces de vie. C'est qu'on est en train de s'étaler partout, en fait. Et que les animaux n'ont simplement plus d'endroit pour vivre. Ils n'ont plus de lieu pour vivre. Le morcellement et l'atrophie des lieux de vie fait qu'en fait, ils meurent. Donc, le premier truc dramatique, c'est l'expansionnisme géographique de l'espèce humaine, qui fait que, bah oui, les autres, forcément, n'ont plus de place. En fait, on n'arrive pas à ne pas se rendre compte qu'un territoire dont personne n'est propriétaire, il n'est pas vierge, quoi. Il a beaucoup d'autres occupants. Mais ça vient à l'esprit de quasiment personne de se dire, quand je vais construire ma maison ou mon usine, ce qui est pire, quels sont les occupants que je vais détruire ? On ne se pose même pas la question. Si on a l'acte de propriété, ben, c'est bon, quoi. Donc ça, c'est le premier point. Il y a plein d'autres problèmes de biodiversité qui sont bien connus. Par exemple, le fait qu'on chasse et qu'on pêche maintenant trop. La pêche industrielle a un impact massif sur la perte de biodiversité. Il y a le problème de la pollution. Il y a le problème des extinctions en chaîne. C'est-à-dire que les espèces sont interdépendantes. Donc quand on en flingue une, en fait, il y a toutes celles qui dépendent de celles-là qui vont aussi se retrouver en difficulté. Ça, c'est un truc dramatique qu'on sait. Et l'autre point, effectivement, c'est le réchauffement climatique. Pourquoi on en parle plus que de la perte de biodiversité? Parce que ça a un effet plus direct sur l'homme. Non, la perte des cigales, probablement, va pas mettre l'humanité en danger. Alors que le réchauffement climatique a davantage d'effets directs sur les hommes. Ça en a aussi sur les animaux, hein, évidemment. Mais ça en a plus directement sur les hommes. Donc on en parle beaucoup, tant mieux, hein, parce que c'est un vrai problème, c'est pas le seul. Et là, on sait que c'est dramatique aussi. C'est-à-dire que, en fait, mes collègues scientifiques climatologues sont parfois, c'est pas un reproche, hein, mais sont parfois trop prudents. Parce que nous, dans notre métier, moi je peux me permettre de dire un peu n'importe quoi là. Enfin, je crois que je dis pas n'importe quoi, mais je peux le dire comme ça parce que c'est pas mon métier. Donc je suis pas en train de parler de ma recherche. Dès qu'on parle de son métier, on est toujours très pointilleux. Et en fait, le problème des vrais spécialistes, c'est qu'ils vont toujours tempérer un peu, ils veulent être absolument sûrs d'être irréprochables, donc ils vont avoir tendance à revoir un peu à la baisse leur manière d'estimer les impacts, et puis pour être un peu consensuel, pour pas faire peur aux gens, pour pas se fâcher, pour être audible. Pour pas flinguer sa carrière. Ça, je sais pas. Peut-être on en reparle. Je suis pas sûr. Mais ils vont avoir tendance plutôt à minimiser le truc. Mais en croyant bien faire, hein, c'est pas un mensonge. Mais ils oublient qu'ensuite, ces résultats, ils vont être rediscutés avec les lobbies, avec les pouvoirs publics, etc. Et donc, ils vont être encore amoindris. Et à la fin, il reste plus rien. Et aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est que la catastrophe, elle est réelle. Il y a plus aucun doute là-dessus. Quand on regarde les élévations de température, je veux dire, il y a vraiment plus que Trump pour en douter, quoi.